Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire Renow sur les voies de l'innovation dans la rénovation. Donc, c'est un webinaire qui s'inscrit dans une série de webinaires qu'on a commencé en octobre. On essaye d'en faire un par mois sur toutes les innovations qui touchent à la rénovation. Et on est ici aujourd'hui pour parler de rénovation en copropriété. Et donc peut-être, avant d'aborder le sujet, on va peut-être attendre que tout le monde puisse se connecter. Rina, petit rappel pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est vraiment un fédérateur de l'écosystème de l'innovation dans la rénovation en Wallonie et donc notre mission, ça va vraiment être de vous connecter, entre entreprises innovantes, mais aussi de vous connecter aux bons services à chaque étape de votre parcours d'innovation. Et donc, on a différents services. À la fois, notre rôle, c'est de vous informer, de vous outiller. Donc, sur notre plateforme rinao.be, on a par exemple une veille d'appel à projet, on a un annuaire, on a des actualités, on a un agenda partagé de tous les événements qui concernent la rénovation en Wallonie et à Bruxelles et plus globalement d'ailleurs en Belgique. On vous connecte aussi, on vous anime à travers, par exemple, des événements, alors soit en interne, soit en relayant les événements de nos partenaires, de nos membres, des événements de networking, des événements de mise en relation et puis surtout notre rôle, c'est de vous accompagner dans vos projets d'innovation à travers du conseil, à travers aussi un service de copywriting pour vos montages de projets européens. Donc bref, si vous n'êtes pas encore membre, n'hésitez pas à devenir membre, c'est gratuit. Ma collègue, et j'en profite du coup pour, la présenter, Adeline Stals, qui est dans le chat, qui peut répondre, à vos questions. On vous envoie maintenant ici le lien pour devenir membre si vous ne l'êtes pas encore. N'hésitez pas à le faire. Et donc, c'est un webinaire qui s'inscrit dans une série de webinaires qui a commencé. Comme je le disais, vous pouvez le voir ici, on a plusieurs webinaires qui sont en replay, disponibles en replay pardon, sur notre site. On a eu un premier webinaire sur la rénovation collective, donc comment rénover plutôt à l'échelle d'une rue, d'un quartier. Et on s'était dit que ce serait intéressant d'avoir un focus sur la rénovation en copropriété, d'où notre sujet d'aujourd'hui. Parce que rénover en copropriété, c'est un chemin qui est complexe. C'est souvent un vrai défi entre les difficultés, qu'on a de collaboration entre les copropriétaires, mais aussi entre, des décisions qui vont prendre tellement de temps que parfois un devis reçu, en fait, sera, obsolète et donc finalement l'entrepreneur, le professionnel, de la construction aura travaillé pour rien. On peut avoir aussi, beh, les syndics qui peuvent être débordés, qui peuvent ne pas trop savoir, comment répondre à toutes ces questions liées à la transition énergétique et donc on a des copropriétés qui n'arrivent pas ou ne rénovent pas. S'ajoute peut-être à ça aussi le fait que les copropriétés sont souvent oubliées, mal connues, des réglementations et ignorées du coup des réflexions stratégiques et donc, on va essayer d'aborder tout ça ensemble aujourd'hui. Ce type d'immeuble, qu'on soit propriétaire ou locataire, ça concerne plus de 4 millions de Belges. Donc, c'est quand même une grosse part de rénovation qu'on doit actionner. Et donc, on va essayer de comprendre mieux ce sujet ensemble aujourd'hui. Vous avez dans l'application qu'on utilise ici, Livestorm, un onglet questions-réponses. Donc, c'est à cet endroit-là qu'on vous propose de poser vos questions, de ne pas les poser dans le chat parce que comme ça, on va pouvoir vraiment tout concentrer au même endroit. Donc, vous avez le chat à votre droite, en bas à droite, et puis questions-réponses juste à côté. Et on vous propose de poser vos questions à cet endroit-là. Voilà pour le contexte peut-être. Je vous propose de commencer. Avec nous aujourd'hui, on a Pauline Bruges de Cap Construction du projet, Objectif Réno Copro. Donc vous, votre rôle, c'est vraiment de sensibiliser et d'accompagner les copropriétés, de la sensibilisation jusqu'à vraiment, la rénovation. Donc bonjour Pauline. Bonjour Delphine. On a avec nous aujourd'hui aussi Eleonora Maggiore du projet Syndic Réno Support. Donc c'est un projet de Fédéria, de l'agence non pas l'agence, la fédération Fédération. des agents immobiliers et des syndics, en Belgique. Et donc vous, votre objectif, ça va vraiment être de soutenir ces professionnels à travers, beh, des outils, des formations, du conseil, concernant la rénovation en copropriété. Parfaitement dit. Donc peut-être avant de vous laisser présenter toutes les 2 vos projets, Éléonora, est-ce que tu pourrais peut-être un peu nous contextualiser finalement, on a combien de copropriétés? Mais aussi peut-être dire, qui paye quoi en copropriété? Quels sont les enjeux? C'est quoi les problématiques? Pourquoi ce sujet, finalement? Tout à fait.
Donc effectivement, tu l'as très bien dit en démarrage, les copropriétés sont souvent un peu le parent pauvre, c'est un peu ce qu'on oublie. Donc généralement, tout ce qui est réglementation, cadre et cetera sont faits d'abord pour les maisons unifamiliales et après on les adapte bien que mal, aux copropriétés. Mais nous allons le voir, en fait, elles ont vraiment des spécificités propres qui font que, elles ont besoin d'une approche, vraiment spécifique. Donc effectivement, quelques chiffres que nous avons pu, récolter. Donc, en Wallonie, parce qu'aujourd'hui on est vraiment, sur la Wallonie, 1 Wallon sur 5 vit en appartement. Donc on voit que c'est quand même, pas rien. Au total, il y a 150 000 appartements qui se trouvent dans une copropriété. Et quand on regarde les immeubles d'appartements, donc ça peut être des copropriétés, mais aussi d'autres types, d'immeubles d'appartements, ben, en fait, on a, le 69 qui ont plus que, 40 ans, bien sonnés, 45 ans, aujourd'hui. Et donc en fait, on voit que c'est des immeubles qui souvent, le volet énergétique n'est pas du tout la seule chose qu'ils ont, à faire. Et donc c'est vraiment au-delà d'être un enjeu, environnemental, c'est aussi vraiment quelque chose de socialement important. Parce que voilà, dans un appartement, souvent, on trouve un mix de population, de personnes. On peut avoir, des maisons, des ménages, monoparentales, on peut avoir des personnes plus âgées. On a vraiment une grande mixité, de personnes. Donc, est-ce que être en appartement veut dire être en copropriété? Ben, en fait, pas tout à fait. On va passer vraiment rapidement en revue, en fait, un peu comment on peut varier, la situation en fonction de quel est le régime de propriété, d'un immeuble appartement qu'on voit, ici. Donc premièrement, on peut avoir un immeuble, ce qu'on appelle un immeuble de rapport, c'est quelque chose qui appartient tout l'immeuble, et tous les appartements appartiennent à un même propriétaire qui typiquement le met, en location. On a ensuite des immeubles en indivision. Là, c'est encore une fois tout l'appartement, les parties privatives et les parties communes qui appartiennent à plusieurs personnes. Souvent, c'est ce qu'on a par exemple quand il y a un héritage ou quelque chose comme ça, il y a plusieurs personnes qui sont héritées. Donc ça, c'est pas du régime de la copropriété. Puis on a, en fait, la copropriété proprement dite. Donc la copropriété proprement dite, c'est quand on a au sein d'un même immeuble plusieurs propriétaires qui sont propriétaires de chacun leur appartement et aussi, un quote-part dans les, parties communes. Et après, on est en Belgique, il y a toujours une petite, nuance, à rajouter. Il existe aussi toute une série de copropriétés qui sont en dérogation. Donc une copropriété en dérogation, c'est une copropriété où le notaire, au moment du lancement, de l'immeuble, s'est dit: «Ben voilà, c'est souvent un petit immeuble, on va essayer d'éviter de leur faire des frais. On va pas leur imposer d'avoir un syndic, de faire des assemblées générales et cetera et donc on va déroger au régime de la copropriété». Chose qui était sans doute une bonne idée à l'époque, tant qu'on n'avait pas grand-chose à faire dans l'immeuble, mais qui aujourd'hui pose pas mal de problèmes parce que, ben voilà, si on n'a pas de syndic, on n'a pas d'assemblée générale, en fait, on ne peut pas prendre de décision. On doit avoir l'unanimité de tous les propriétaires à chaque fois. Et donc voilà, ça c'est si jamais vous êtes dans le cas, sachez que, il y a des moyens d'en sortir, mais c'est, un point, intéressant à connaître. Après, pratiquement, qu'est-ce que ça veut dire d'être, en copropriété? Ben, en fait, le grand principe, c'est qu'on ne fait pas ce qu'on veut, donc on est lié aux autres propriétaires. Même si on est dans son propre appartement, en fait, on a, des contraintes qui peuvent être, par exemple, si on doit faire des travaux dans son appartement, il y a certaines choses qu'on pourra faire sans accord spécifique. Il y a toute une série d'autres choses, qui vont demander l'autorisation de la copropriété ou alors de choisir certains matériaux, certaines, spécificités. Et tout cela, ça peut avoir un impact sur le timing ou sur la nature des travaux. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a pas mal de professionnels qui pourraient être amenés à travailler dans une copropriété et donc tout ça, c'est des points à prendre en compte justement quand on fait son devis ou quand on fait son projet de base, pour, ne pas rester coincé. 2°, je ne sais pas si ça veut apparaître. 2°, avoir un syndic est obligatoire. Ça, c'est quelque chose qui est aussi souvent, oublié. Alors, il n'est pas obligatoire d'avoir un syndic professionnel. Un des copropriétaires peut décider d'être le syndic de son immeuble, mais on est obligé d'en avoir un. Et encore une fois, dans un contexte de travaux, ça devient d'autant plus important parce que le syndic, en tant que représentant légal de la copropriété, c'est celui qui va pouvoir rentrer des demandes des primes, ouvrir un compte en banque au nom de la copropriété, toute une série des démarches pratiques, encore une fois, qui peuvent, être bloquantes si on n'en a pas. Petit point d'attention, donc on a fait récemment une analyse de toutes les copropriétés qui sont enregistrées à la Banque Carrefour des entreprises et il y en a
le 40 n'ont pas de syndic enregistré. Donc Oui, ça veut c'est dire bien, que oui. c'est beaucoup souvent, c'est des petites copropriétés parce que dès que c'est un syndic professionnel, en fait, il ne pourra pas faire grand-chose s'il ne s'enregistre pas. Donc généralement, là, on est bien couvert. Mais c'est surtout quand c'est des petites copropriétés, avec un des copropriétaires qui, en fait, ne sait pas qu'il est forcé de s'enregistrer et donc encore une fois, parfois, on reste bloqué, en cours de route. Ensuite, on a aussi, voilà, tu l'as dit tantôt en démarrage aussi, parfois ça prend longtemps. Alors c'est pas nécessairement une question de mauvaise foi, c'est qu'en fait, le régime de la copropriété, il existe pour défendre les droits de tout le monde et donc ça doit aménager des droits de recours, des décisions, des modalités spécifiques pour prendre des décisions qui vont lier à tout le monde et donc on se retrouve souvent, ben voilà, avec des décisions qui sont prises à des moments spécifiques, parfois avec un délai de 1 an, entre les 2 et des modalités, vraiment spécifiques. Si on n'a pas assez de gens, on ne peut pas tenir une assemblée générale. Enfin voilà, il y a vraiment toute une série, de délais, à prendre en compte et puis finalement, ben, en fait, même si on n'est pas d'accord, même si on avait voté contre, on n'était pas d'accord avec une décision, en fait, on est lié par les décisions qui ont été prises valablement. On a un droit de contestation, donc on a un délai de contestation de 4 mois, mais par contre, attention, on ne peut pas contester juste parce que je ne suis pas d'accord. Il doit y avoir des bases Motivation. solides Mmh. et il faut le faire aussi selon des modalités. Il faut aller devant un juge de paix et cetera. Donc ça, c'est un peu peut-être, 4, conséquences pratiques, du fait d'être un copropriété et après, pour vous montrer en tant que professionnel, donc le but ici n'est pas de vous faire peur, mais plutôt de vous montrer à pourquoi c'est spécifique en fait, pourquoi il faut le prendre en compte et donc si vous êtes un copropriété ou que vous êtes amené à travailler avec des copropriétés, c'est toutes des choses que ça vaut la peine d'avoir dans un coin de la tête. Donc qui décide quoi et qui est responsable? Dans copropriété, on a le principe qu'il y a des parties qui sont privatives et il y a des parties qui sont communes et donc à la base, privative, c'est le copropriétaire qui décide, commun, c'est la copropriété. Tout ça, c'est défini dans les statuts de la copropriété et ça peut être différent, d'un immeuble à l'autre. On a des choses qui généralement sont communes, qui sont ici en bleu, et puis on a des choses que généralement sont, privatives comme les châssis, les compteurs et cetera. Après, en fonction des cas, parfois il y a des choses qui sont, bah, privatives ou communes selon une copropriété et donc vous avez 5 copropriétés, il y a des chances que tous ces éléments-là soient pas dans la même catégorie pour chacune des copropriétés. Parce que ça va être spécifié dans l'acte de base ou Tout à c'est fait. ça? Dans l'acte de base, donc l'acte de base définit vraiment, il y a une liste qui parfois est claire et parfois elle est pas très claire de qu'est-ce qui est privatif et qu'est-ce qui est commun. Et d'ailleurs, parfois on a même des choses qui sont un peu hybrides parce que par exemple, si on prend de la ventilation, il peut y avoir, des éléments d'arrivée d'air qui sont, privatifs parce qu'ils sont liés à des châssis et l'extraction qui est commune. Donc on a vraiment parfois, ou alors dans les balcons aussi, c'est un cas fréquent, il y a des copropriétés où il y a le balcon qui est commun, mais le carrelage ou le garde-corps sont privatifs. Et donc ça dépend vraiment d'un immeuble à l'autre, de ce qui est écrit dans les statuts. Et donc encore une fois, avant de se lancer, ça vaut la peine de, creuser cette question-là. Si un syndic professionnel, en général, c'est lui qui va avoir ces informations-là par rapport à la copropriété. Quand il y a pas de syndic professionnel, beh, souvent on découvre ça, Mmh. un peu trop tard dans le projet. Et alors qui paye quoi? Ben encore une fois, si on reprend les mêmes éléments, le principe, encore une fois, c'est que si c'est privatif, c'est payé par les personnes, à qui ça appartient et si c'est commun, ça se paye au prorata, pardon, des quotités que chaque appartement a. En réalité, je ne vais pas tous les citer, mais il y a beaucoup de subtilités, points d'attention et choses qui sont différentes parce que parfois, il y a des jouissances qui sont privatives, parfois il y a différentes clés de répartition et donc par exemple l'ascenseur, ça c'est un cas qui arrive souvent. On a celui du rez-de-chaussée qui est exonéré de devoir payer pour l'ascenseur, mais en réalité, on a vraiment beaucoup, d'autres moyens, de répartir ses frais et encore une fois, souvent quand on doit faire des travaux, ben, en fait, c'est important de le savoir à l'avance parce que la question est vraiment de savoir qui paye. Qui paye quoi en fin, de compte. Et donc voilà, pour conclure, parce que je sais que ça va être la suite de notre discussion, quels sont un peu les enjeux propres, à la copropriété par rapport à des travaux?
En fait, il y a souvent, toute une panoplie d'enjeux différents. Donc on disait tantôt, les bâtiments, ils sont, il y a les 69 qui datent d'avant, les années 80. En réalité, donc ils ont parfois des pathologies, ils ont parfois, des problématiques de conformité parce que peut-être qu'ils sont pas en or au niveau électrique, amiante, incendie et cetera. On a parfois toute une série de questionnements, voilà, moi j'ai des locataires, j'ai peut-être moins envie de d'investir. Il y a vraiment, en fait, une grande variété d'enjeux auxquels chacun va être plus ou moins sensible. Et donc l'enjeu, parce qu'encore une fois, je le rappelle, on a besoin d'avoir certaines majorités pour pouvoir, voter des travaux, c'est de construire au fur et à mesure des décisions communes à partir des intérêts qui sont différents, pour chacun. Donc ça, c'est tout l'enjeu de la copropriété. Merci, Éléonora pour tout ce contexte. J'espère que ça a permis à chacun d'y voir un petit peu plus clair. Je voyais qu'il y avait une question par rapport, au PowerPoint qui a été utilisé ici. Alors vous avez tous accès, dès la fin du webinaire au replay, donc de l'ensemble de la présentation. Pas aux slides puisqu'il y en aura juste ici, au début, puis il y en aura plus après. Par contre, vous pouvez aller revisionner autant de fois que vous voulez, les slides que Éléonora vient de nous partager. Et puis toujours, si vous avez des questions aussi plus précises, plus concrètes, vous pouvez revenir vers les projets. Par la suite, on vous donnera leurs coordonnées bien sûr, pour revenir, vers eux. Merci en tout cas pour ce contexte. Alors Pauline de Renocopro, peut-être que tu peux nous présenter un petit peu, votre projet, pourquoi vous avez lancé ça? Pour qui? Comment? Où vous en êtes finalement, pour le moment dans Objectif Renocopro? Oui, pour revenir sur quelques éléments de contexte, qu'Eleonora a mentionnés et aussi toi Delphine en introduction, il y a des freins classiques qui sont liés à la rénovation, que ce soit, une maison individuelle ou une copropriété. Souvent, c'est un manque d'information, souvent, c'est un manque de moyens. C'est quand même les 2 grosses raisons pour lesquelles on ne se lance pas dans le projet, qui sont des vrais gros freins qui sont communs à tout public finalement, au niveau d'un bâtiment quel qu'il soit. Ensuite, il y a des freins spécifiques et tu en as mentionné un certain nombre avec, cette diversité de profils de copropriétaires qui rend la prise de décision difficile, un cadre, réglementaire parfois, où c'est difficile aussi de savoir, quoi appartient à qui et comment est-ce qu'on peut intervenir dessus. Au résultat, nous, le constat qu'on a fait, chez Cap Construction qui réunit l'ensemble de l'écosystème, construction et immobilier, en Wallonie, c'était qu'on avait des professionnels qui revenaient vers nous en disant: «On a un souci, on reçoit des demandes de devis, de copropriété, mais en fait, soit on y répond et on n'a plus de nouvelles, soit, c'était pas encore suffisamment mature au niveau du processus de décision de la copropriété. Donc, on a dû passer du temps à définir avec eux quel était exactement le projet, quel était exactement le besoin, ce qui est pas notre métier en fait à la base. Et donc on se retrouve avec, des demandes, peut-être vagues ou un peu immatures d'une certaine façon, qui demandent un processus de décision collectif, plus abouti. Et donc c'est vrai qu'en collectivité, on se rend en copropriété, on se rend compte qu'on est face à un défi qui est technique parce qu'on a aussi des bâtiments qui ont des spécificités techniques qui parfois se rapprochent plus d'un bâtiment tertiaire que d'une maison individuelle. Et puis on a aussi un défi collectif et donc allier les 2, c'est pas évident. Donc nous, ce qu'on a voulu faire, c'est créer un projet Objectif Réno Copro Mmh. qui vise à accompagner la copropriété de A à Z, depuis la sensibilisation des copropriétaires à l'importance de se lancer dans une rénovation. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Et y aller pour les bonnes raisons aussi. Et puis, de les accompagner tout au long du processus et de faire le lien avec ces professionnels. Et donc, on guide les copropriétaires, on guide les syndics, on essaye de travailler à faciliter la prise de décision pour pouvoir, in fine, accélérer ces projets de rénovation. Donc on a constitué une équipe, pluridisciplinaire avec, des compétences, techniques, des compétences juridiques, des compétences, humaines parce que c'est important au niveau social également et puis des compétences financières et de se dire, il faut pas seulement avoir un bon projet, technique, il faut aussi, réussir à vraiment embarquer tout le monde, dans le projet. Donc notre public cible au niveau du projet, c'est vraiment d'avoir, les associations de copropriétaires, les syndics, qu'ils soient bénévoles ou professionnels, s'ils pensent qu'on peut apporter une plus-value, et qu'ils ont besoin de se faire accompagner dans le parcours de rénovation avec la copropriété, mais aussi les professionnels finalement qui sont de l'autre côté et qui sont là pour répondre aux besoins de la copropriété. Et donc un résultat concret peut-être à partager, c'est le premier résultat sur lequel on a travaillé, c'est cette plateforme web qui s'appelle, renocopro.be. Oui, je la partage, hein. Donc là, vous voyez, le site, n'hésitez pas à aller faire un tour, maintenant ou par la suite. Voilà, l'idée de ce site internet, c'était de pouvoir centraliser un peu l'information parce qu'on s'était rendu compte que c'était assez disséminé
à différents endroits et ici, on souhaitait vraiment centraliser, l'information sur cette plateforme depuis, l'explication, entre guillemets «basique» de comment fonctionne une copropriété avec des renvois évidemment, vers des sites officiels tels que celui de Federia, au niveau à ce niveau-là, avec des petites vidéos qui expliquent très bien, comment ça fonctionne, et un parcours de rénovation, qu'on a, souhaité mettre en place pour que si vous êtes dans le cas de rénovation, d'une copropriété, de pouvoir vous situer sur ce parcours et de dire: «OK, moi j'en suis à telle étape et donc quelles sont les implications à cette étape-là de mon projet?» Donc ça, c'était un premier livrable en quelque sorte, et ça permet d'aller jusqu'à, l'étape de, comment j'utilise mon bâtiment une fois qu'il est rénové. Parce que, bah, parfois, on a des nouveaux équipements, il faut quand même bien pouvoir, les faire fonctionner correctement, Les entretenir et aussi les entretenir correctement. correctement et parfois, là, il y a aussi une méconnaissance, importante et en fait, l'idée, c'était d'essayer de transformer un parcours qu'on a décrit comme étant un peu chaotique, semé d'embûches et cetera, vers en tout cas une proposition de structure un petit peu, alors c'est pas idéal, on vend pas du rêve, hein, en faisant ces étapes-là. L'idée, c'est plutôt de se dire, «OK, j'ai des éléments à prendre en compte à tel point de mon parcours et donc c'est important de pouvoir, être informé, de ce qu'il en est dans mon cas spécifique, sachant que c'est quand même beaucoup du cas par cas». Oui, c'est Mmh. ça. Merci, pour cette explication. Donc, là, j'ai parcouru un petit peu le site. On aura évidemment l'occasion d'aller plus en profondeur sur, certains des livrables, par la suite. Hem, on a aussi du coup avec nos syndics Réno Support. Est-ce que Eleonora, tu peux nous parler un peu plus de votre projet? Bah, à nouveau le contexte, pour qui vous travaillez a priori, on le sait dans le titre, mais ce que vous proposez, concrètement? Tout à fait. Donc nous, effectivement, on est un projet, on s'est développé en parallèle et en collaboration, en sachant que nous, notre cible, du coup, il est différent. Nous, notre cible 1 c'est vraiment les syndics et les professionnels de l'immobilier. Donc on est un peu plus, limité dans le choix de la cible. Après, on se doute que ça aide, aussi d'autres professionnels. Mais donc nous, à la base, la volonté, c'était, de vraiment venir soutenir les syndics. Pourquoi? Parce qu'en fait, le syndic, il est souvent le premier interlocuteur de la copropriété, pour toutes les questions. Il reçoit tout autant des questions sur la mobilité électrique que sur les, ondes des calorimètres, que sur, la PEB, et donc il a vraiment besoin d'avoir en fait, les bonnes informations facilement accessibles et surtout des informations qui soient adaptées à lui. Parce qu'on se rend compte qu'il y a, nous, on a un peu eu le même constat en même temps. Il y a énormément d'informations qui sont utiles, qui existent, mais en tant que syndic, on a beaucoup de choses à faire. On n'a pas nécessairement le temps d'aller consulter les 3 sites de Bruxelles Environnement, le site de enfin, il y a énormément de ressources qui sont disponibles et donc on avait vraiment fait un travail de: «OK, en se mettant dans la peau d'un syndic, qu'est-ce que j'ai besoin, à quel moment? Et donc on essaye de rendre ça, accessible via, des foires aux questions, via, des documents et liens qui sont vraiment toujours, orientés, vers les professionnels. On a aussi un service d'helpdesk, donc les syndics peuvent nous contacter avec des questions spécifiques et d'ailleurs une très grosse partie des foires aux questions, en fait, viennent de sollicitations du helpdesk parce qu'on part du principe que s'il y a quelqu'un qui nous contacte, il y a peut-être 50 autres personnes qui ont la même problématique ou la même question, qui prennent pas, le temps de nous envoyer un mail. Et donc voilà, notre cœur de cible originel, c'était vraiment mettre à disposition des informations, des formations et des outils, vraiment adaptés au rôle de syndic pour, leur faciliter la vie, au quotidien et pour pouvoir aboutir sur, des projets. Après, avec le temps, voyant à quel point, en fait, la réalité des copropriétés est effectivement méconnue, on se trouve de plus en plus aussi à contribuer à cette sensibilisation un peu globale, du grand public, mais aussi des professionnels, qui se trouvent à accompagner, des copropriétaires et peut-être un, livrable ou quelque chose dont on est particulièrement fier, c'est ce qu'on appelle les Reno Stories qui sont, directement accessibles sur le site qui sont accessibles absolument à tout le monde et c'est vraiment des cas concrets, chiffrés de copropriétés qui ont fait des choses. Parce qu'effectivement,
effectivement, c'est pas toujours un long fleuve tranquille, mais il y a énormément de Mmh. de de projets qui arrivent à faire des choses et donc la question, c'était vraiment de dire: «OK, par où est-ce qu'ils ont commencé? Quels ont été, les freins ou les difficultés à quel moment? Combien est-ce que ça a coûté? Comment est-ce qu'ils ont financé ça?» et je pense que c'est vraiment des données qui, n'existent pas nécessairement, ailleurs et ça peut inspirer, je pense, pas mal de personnes qui hésitent à se lancer. Oui, c'est ça, on peut aller vraiment retrouver, chaque fois les problématiques qu'ils ont eues et comment ils ont fait finalement pour, rénover donc, à travers ces Reno Stories, qu'on vous partage, ici à l'écran. Merci, pour, cette présentation de projet. Alors peut-être une question, Réno Copro, Pauline, hem, tu parles vraiment de l'accompagnement que vous faites pour les copropriétés. Est-ce que c'est pas finalement le rôle du syndic de faire cet accompagnement? Je pense qu'on a déjà eu cette discussion plusieurs fois avec Eleonora. En fait, on se rend compte que le syndic, tu l'as mentionné, il a une grosse charge de travail. Il a toutes les questions qui lui arrivent au niveau de la copropriété. Il gère quand même une grosse partie administrative. Il s'occupe de la gestion quotidienne, de la copro. Hem, Après, il y a d'autres professionnels où on pourrait également se poser la question: «Est-ce que c'est pas le rôle de l'architecte?» Mais en général, l'architecte intervient surtout au moment de concevoir le projet, éventuellement dans le suivi, la coordination des corps de métier sur place et puis la réception, des travaux. On pourrait se dire, peut-être c'est l'auditeur qui vient faire le diagnostic du bâtiment, mais lui a un rôle aussi spécifique, c'est d'analyser la performance, énergétique, du bâtiment. Et puis, bah, il y a des entrepreneurs auxquels, parfois, les copropriétaires forcément font appel, font des demandes de devis qui, eux, sont là pour, bah, gérer leur chantier, gérer leur propre corps Mmh. de métier. Si on est toiturier, enfin voilà, on a son rôle en tant que toiturier au niveau de la copropriété. Son intervention est généralement circonscrite à ces compétences-là. Donc en fait, on s'est rendu compte que personne, en fait, il y avait un vide un peu, il y a personne qui accompagne réellement la copropriété à l'ensemble du processus. Au niveau individuel, il y a les plateformes locales de rénovation, qui font très bien leur travail. Il y a des guichets d'énergie qui font le travail d'information également. L'idée, c'est de venir un peu compenser, et venir en complément de ces dispositifs-là, avec un accompagnement vraiment dédié aux copropriétés, en prenant en compte toutes les spécificités qu'on a mentionnées depuis le début de ce webinaire, d'être là aussi avec un rôle, neutre qui est souvent apprécié, Mmh. et du syndic et de la copropriété, je pense, et ce rôle multidisciplinaire que je mentionnais avec, les différentes compétences qu'on essaye d'additionner, dans cet accompagnement-là. Et donc c'est un peu un rôle, s'il y a des professionnels qui me regardent, d'assistant à maîtrise d'ouvrage, pour la copropriété, de pouvoir coordonner un peu les acteurs, de soutenir la prise de décision, d'intégrer des dimensions techniques, d'intégrer, des dimensions financières, juridiques et cetera, et de se rendre compte qu'en fait on se lance plus dans un marathon que dans un dans un sprint final, dans le parcours de rénovation. Et donc c'est super important de penser tout en amont, et donc évidemment, quand on rencontre, certaines copropriétés, il y a déjà des choses qui ont été faites et on va pas, jeter à la poubelle des projets qui ont été, développés ou ceux qui sont en cours de réflexion. On va plutôt les intégrer à une démarche un peu plus globale. C'est surtout ça, ce que le service d'accompagnement apporte, c'est d'essayer de vraiment, amener la copropriété à penser au niveau global de tout l'immeuble et d'intégrer tant les parties privatives que les parties, communes de l'immeuble. Et Eleonora, vous êtes d'accord, avec ça? C'est le rôle de qui, Tout à finalement? fait. Beh, effectivement, je pense qu'il faut bien se rendre compte que chacun a son rôle. Le syndic, ça va être vraiment l'expert pour connaître les spécificités juridiques de sa copropriété, pour connaître le niveau de santé financière, pour savoir qu'est-ce qui est, finançable sur base de l'expérience Mmh. des dernières années en termes d'alimentation, de fonds de réserve et cetera. Donc il a vraiment une spécialisation, très importante et une vraie plus-value sur toutes ces matières-là. Par contre, Heu, quand on pense il y a, 30 ans, 40 ans, quand on devait faire une étanchéité, ben voilà, c'était, du roofing, on faisait appel à l'artisan du coin et tout le monde proposait la même chose. Aujourd'hui, on a vraiment un niveau de technicité des travaux qui n'est plus du tout le même, et donc on se retrouve avec, et aussi je dois dire un niveau de réglementation. Aussi. Au jour d'aujourd'hui, la grosse difficulté, c'est qu'on a des bâtiments
qui ont des pathologies, des vraies pathologies. On a certains des cas, qu'on a dans les Reno Stories. En fait, à la base, ils voulaient pas du tout faire de la rénovation énergétique. Ils ont fini par devoir démolir leur balcon parce qu'il y avait des morceaux qui tombaient sur les passants. Donc on a vraiment souvent des pathologies quand même assez graves qui sont complexes à traiter. Il faut vraiment une expertise technique et puis on a des problématiques de sécurité incendie et cetera et le syndic, il est toujours là pour coordonner d'un point de vue pratique, Mmh. pour, mettre ça, pour faire les appels de fonds, pour faire, les points à l'ordre du jour, mais il n'est pas compétent que pour pouvoir dire: qu'est-ce qui est plus urgent de traiter Oui, le côté incendie ou de et tout ça, il faut vraiment pouvoir s'appuyer sur des experts et ce qui est important, je pense que c'est important que ça soit des experts compétents en matière de copropriété parce que effectivement il y a beaucoup de services d'accompagnement qui, font très bien leur travail, mais ça nous arrive souvent de, avoir des retours sur le fait qu'en fait, les parfois même les recommandations qui sont données ne sont pas adaptées parce que ça vient toucher des travaux, qui sont communs alors qu'ils proposent de les faire en privatif et cetera et donc je pense qu'il y a vraiment besoin de professionnels, spécialisés, en cette matière comme, il y en a pour, plein d'autres, sujets. Mmh. Vraiment un rôle spécifique, nécessaire. Pauline, votre rôle, c'est aussi de sensibiliser les copropriétés. Comment est-ce qu'on fait quand on a un couple de personnes âgées qui, en fait, quand on parle de rénovation énergétique, ils se disent: «De toute façon, ils seront plus là, par l'après», comment on se dit, bah, une personne qui est isolée, qui a pas spécialement, l'argent pour rénover, comment est-ce qu'on fait pour sensibiliser les copropriétaires? Je pense que déjà, on n'oblige pas, parce que ça, c'est totalement contre-productif d'aller à l'encontre, d'une volonté farouche, enfin voilà, il y a pas, voilà, chaque personne restera libre de son vote lors de l'assemblée générale et ça, je pense que tu l'as mentionné en introduction, c'est très important de garder ça en tête. On ne va pas obliger les gens à aller vers ce parcours de rénovation s'ils ne le souhaitent pas. Par contre, on est quand même face à une réalité avec des bâtiments, qui sont parfois dans des états vraiment, compliqués à gérer et qui ont des impacts sur les occupants et donc là, il faut quand même prendre la mesure des choses et essayer de trouver des solutions. Donc ce qu'on a développé dans le cadre du projet, c'est une série d'arguments Mmh. pour tenter de convaincre ceux qui ne le seraient pas. Heu et c'est de tenter de mettre en place une mobilisation vraiment, collective, d'insuffler cette mobilisation collective avec un argumentaire où on va, retrouver, heu, une façon d'expliquer que oui, vous n'avez pas les mêmes priorités, mais quand même certains d'entre vous vont être intéressés par avoir un lieu de vie plus confortable, que ce soit en termes thermiques, en termes de cadre de vie, de qualité de cadre de vie. Il y a peut-être des économies, à faire, en tout cas de stabiliser les dépenses énergétiques et dans le cadre international dans lequel on se trouve actuellement, je pense que ça peut avoir, des répercussions Ouais. quand même ou en tout cas sensibiliser, certaines personnes à ces questions pour la suite. On sait retrouver ces arguments sur le site? Oui, 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 tout à fait. Alors, il faudrait voir où exactement. Je pense que c'est dans le parcours de OK. rénovation, Peut-être au à chaque niveau il y a une partie de l'étape sensibilisation. sensibilisation. Ouais. OK. Dans l'étape de sensibilisation, heu, une question à laquelle en général, certains copropriétaires sont sensibles aussi, c'est la valorisation du bien parce que forcément, même si on est une personne âgée, il y a la question possible de la transmission à un moment donné de ce bien et se dire qu'on va le transmettre avec une certaine valeur ou alors se dire qu'on va le transmettre en respect de certaines obligations existantes ou à venir, ça peut être une réflexion aussi qu'on pourrait éventuellement avoir. Il y a certaines personnes qui vont être plus sensibles au fait d'anticiper, d'être en capacité d'avoir une vision long terme et donc, ben, on peut jouer aussi sur cette fibre-là, de se dire, ben, en, réfléchissant globalement au niveau de l'immeuble, on va être en capacité de fournir une sorte de plan, et de phaser, les travaux et de vous donner une visibilité sur les dépenses qu'il va falloir mettre en place. Et ça, c'est intéressant aussi pour d'éventuels acquéreurs de pouvoir se dire: «OK, au niveau de la copropriété, il y a une vraie réflexion, de où on va et donc j'achète un peu aussi en connaissance de cause et pas, dans un sac, quoi». Et puis, bah, il y a l'impact environnemental. Il y a certaines personnes qui sont quand même sensibles, à la question d'avoir son impact environnemental, de laisser aussi, un monde meilleur, aux générations futures. Donc voilà, il y a toutes ces questions-là qui peuvent potentiellement soutenir, voilà. Mais on sait en tout cas une chose est claire, c'est que c'est pas l'énergie qui est l'argument,
décisif, c'est pas la rénovation énergétique qui fonctionne C'est ça. et c'est d'ailleurs pour ça, on a cadré le projet en allant au-delà, des obligations énergétiques parce qu'on sait très bien que c'est pas l'argument qui va permettre, de se lancer dans un parcours de rénovation. Souvent quand même, on est sur des questions de confort, de valeur du bien et bah, aussi, il faut le dire, de prise en compte de pathologies un petit peu urgentes. C'est surtout ça, en fait, en général, qui est la vraie motivation et donc c'est là où éventuellement un service d'accompagnement ou un syndic d'ailleurs peut dire: «Ah beh, on va faire tel type de travaux parce qu'il faut répondre à une pathologie urgente. Est-ce qu'on n'en profiterait pas pour» et là, on a besoin de techniciens, de professionnels qui vont dire: «Attention, si vous entrez dans ce phasage-là, peut-être on devrait faire un diagnostic un peu plus global à la base pour essayer de visualiser quelles sont les autres potentialités d'intervention au même moment, pour essayer de faire des économies aussi au niveau de l'intervention et aussi ne pas se retrouver dans des situations qu'on appelle les situations de lock-in où on va faire une intervention et puis se rendre compte qu'on a bloqué, heu, une intervention qui aurait pu être, suivante et donc de ce fait, devoir et bon parfois on a eu des cas, je pense, je ne sais pas si c'est dans les Reno Stories, mais il y a des cas plusieurs. oui, où il faut, casser ce qui a été fait précédemment et c'est au final, ces travaux coûtent plus cher parce qu'on s'est précipité dans une typologie de travaux sans avoir cette réflexion globale au niveau Mmh. du bâtiment. Donc ça, c'est quand même un message, je pense, important à faire passer aujourd'hui, c'est de peut-être prendre un tout petit peu il y a des urgences, peut-être prendre un tout petit peu de recul par rapport à son bâtiment et se dire: «OK, on fait les choses dans Voir global. dans quel ordre et voir globalement comment Et on peut-être avance». avant de poursuivre là-dessus, peut-être juste il y a une question notamment sur, comment motiver la copropriété à rénover quand une majorité des personnes qui y habitent sont locataires? Oui, ça, c'est toujours une grande question. Je ne sais pas si vous avez des expériences, mais en tout cas, on a travaillé sur, vraiment les questions de valorisation du bien. C'était surtout ça qui pouvait motiver, des propriétaires qui, en fait, sont plus des investisseurs, voilà, qui louent leurs biens. Mmh. Hem, Il y a aussi, alors là, je fais un peu de la pub pour des autres projets Rénovatex, mais il y a aussi un projet spécifique enfin, en réalité 2 projets qui approchent la même problématique un c'est peu vrai. sur un regard, légèrement différent, qui sont, Locareno et Rénomut, où, par exemple, ils ont travaillé sur des exemples de bail à la rénovation, pour, pouvoir, aligner un peu les intérêts entre les 2. Après, effectivement, comme Pauline le disait, en fonction de chacun, il y aura certains arguments auxquels on va être plus ou moins sensible. Il est clair que si un bien doit être loué, et qu'il y a des réglementations par rapport à sa salubrité et cetera, beh, voilà, ça, c'est peut-être un argument qui va leur parler un peu plus et je voulais juste rebondir, avec sur ce que tu disais avec, un chiffre qui nous a beaucoup interpellés. Donc on a fait une analyse un peu transversale de l'ensemble des Reno Stories et pour 80 des copropriétés, c'était pas du tout le volet énergétique qui était, le moteur. Donc alors c'est des copropriétés qui ont quand même abouti sur des travaux énergétiques, et souvent même relativement ambitieux, mais c'est vraiment souvent ça commence par une pathologie, ça commence par plein d'autres choses et vraiment la différence entre ce que moi j'appelle des travaux coûts et des travaux investissements, c'est souvent ça se joue à voir des professionnels qui au bon moment, et ça peut être le syndic, ça peut être l'architecte, ça peut être plein d'acteurs différents, mais qui vont permettre de faire ces liens, entre les travaux et peut-être pour revenir un peu au début de la question par rapport à comment motiver des personnes par exemple, plus âgées. Nous, on défend que le côté financement, en fait, est ce qui fait ou casse un projet. Et par exemple, encore une fois, en fonction des spécificités de chacun, il y a différentes pistes de solutions qui vont être pertinentes. Par exemple, si on prenait, l'exemple de quelqu'un d'âgé, mais en fait, à titre personnel, ils vont pas pouvoir souscrire un crédit, parce que, les banques ne prêtent généralement pas au-delà de 65 ans. Mais par contre, via la copropriété en tant C'est possible. qu'entité juridique, elle peut souscrire un crédit et donc c'est peut-être justement plus intéressant, de faire un crédit en copropriété en sachant qu'en cas de succession, par exemple, ça peut être considéré comme une dette et donc ça peut même avoir des effets positifs, sur les La coûts de succession. donation. Mmh. Donc c'est vraiment important de effectivement d'adapter le montage financier, l'argumentaire et l'organisation aux réalités de chaque copropriété. Parce qu'effectivement, sans financement, on peut être aussi motivé qu'on veut, mais c'est généralement un peu le la pierre d'achoppement. Oui, on est sur du cas par cas, ça c'est Ouais. clair. Ouais. Et donc c'est vrai que là, vous parlez de voir, les travaux dans leur globalité. Renoccopro, vous avez développé un outil, 360
un diagnostic, est-ce que c'est nécessaire? Pourquoi est-ce qu'un auditeur agréé ne peut pas venir faire ses constats classiques comme il le ferait dans une maison individuelle? Alors, on va passer par un auditeur agréé pour faire, l'audit 360, mais on va pas se limiter au constat classique, de d'un audit, tel que l'audit logement qui est notamment proposé au niveau de la région wallonne. Heu, on a, pris le parti de faire un audit qui est élargi au-delà des questions énergétiques parce qu'on l'a vu en fait, l'énergie est souvent pas l'argument privilégié pour se lancer et donc l'idée de l'audit 360°, c'est d'avoir ce diagnostic complet avec tous les finalement, toutes les questions qui sont posées, les questions de mise en conformité, la sécurité incendie et cetera. Des questions, qui peuvent être au niveau des balcons, de la stabilité du bâtiment et cetera et de pouvoir vraiment, avoir un rapport qui soit, complet, à ce niveau-là. Donc ça permet de faire le point sur, OK, où en est la gestion, de la copropriété? Est-ce que la copropriété est d'une certaine façon mature à se lancer dans telle typologie de travaux? Ou est-ce qu'il y a des éléments à mettre en place avant de se lancer dans tel ou tel travaux pour être sûr que au niveau juridique, on a sécurisé, au niveau financier, comme tu le dis, on a sécurisé, on a quand même, bien réfléchi à la question et puis de réaliser ce diagnostic technique qui est complet, partie privative et partie, commune. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, un propriétaire, d'appartement peut réaliser son audit juste pour son Ah oui, appartement. c'est ça. Mais quel est l'intérêt Mmh. de faire ça quand on sait qu'il y a des parties qui vont devoir de toute façon être rénovées avec un accord de toute l'association des copropriétaires? Finalement, il y a pas véritablement d'intérêt. C'est beaucoup plus intéressant de le faire au niveau de l'immeuble, au global. Et donc ça, c'est important et puis de pouvoir proposer, en fin de rapport, un plan finalement, un plan par étape de phasage de travaux, un plan qui est tout à fait discutable avec les copropriétaires, qui va être présenté, en assemblée générale. Donc finalement, cet outil qu'on a développé, il est en 3 morceaux. Le premier morceau, c'est un cahier des charges à destination des copropriétaires qui peuvent donc, s'en emparer, des copropriétaires ou des syndics, qui est en fait, une façon de cadrer un peu la demande qui va, se diriger vers les auditeurs. Parce qu'évidemment, auditer une copropriété, c'est pas comme auditer une maison individuelle et tous les auditeurs se sentent peut-être pas, heu la compétence de le faire, c'est pas forcément évident. Il y a, comme je le disais tout à l'heure, parfois certaines copropriétés ressemblent plus à des bâtiments tertiaires, donc voilà, il y a des vraies problématiques à prendre en compte et il y a certaines compétences à avoir. Donc l'idée, c'est que les copropriétaires puissent formuler une demande similaire vers différents auditeurs, pouvoir collecter des offres d'auditeurs par rapport à une même demande, pouvoir la comparer sereinement en assemblée générale en disant: «De toute façon, on a fait une demande qui est similaire, donc on devrait recevoir des devis qui sont comparables parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe quand même, c'est qu'on compare beaucoup des pommes et des poires en assemblée générale et ça, c'est quand même très compliqué parce que prendre une décision sur base d'un devis qui n'est pas exactement, qui ne comporte pas exactement les mêmes postes qu'un autre, c'est quand même, difficile et délicat. Pour les audits comme pour les travaux d'ailleurs, je crois que c'est une vraie problématique. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir, ce cahier des charges et où les auditeurs vont répondre dans un cadre, spécifique. Et puis le deuxième outil qu'on a développé, enfin les 2 seconds outils qu'on a développés sont plutôt à destination des auditeurs eux-mêmes pour les accompagner finalement dans leur travail par rapport aux copropriétés. C'est un rapport d'audit, 360 qui est finalement l'équivalent du rapport d'audit, logement mais étoffé. Donc l'auditeur est toujours en capacité d'aller déposer l'équivalent de l'audit logement à la région wallonne pour faire les demandes de primes et cetera. C'est pas du tout une contrainte, à ce niveau-là. Par contre, l'audit 360 va être beaucoup plus fourni et va, pouvoir, aborder des sujets, non énergétiques qui sont aujourd'hui pas inclus dans l'audit logement. Et puis on accompagne aussi l'auditeur sur la restitution de ce travail parce qu'on va en général, un rapport d'audit, c'est quand même c'est un document, assez lourd. Il y a Mmh. beaucoup d'éléments qui sont analysés et donc il faut quand même pouvoir communiquer, de façon un peu simple quand même, des notions, qui sont parfois très techniques mais il y a certains éléments clés et je pense que quand on a du bon sens, on est en capacité de comprendre beaucoup de choses quand on l'a bien expliqué et donc l'idée, c'est de pouvoir accompagner aussi les auditeurs dans leur restitution des résultats, de l'audit. Donc voilà, ça, c'est 3 outils qui sont en ligne actuellement sur le site, renocopro.be. À savoir aussi qu'au niveau
du cahier des charges d'audit. On l'a pas fait tout seul dans notre coin au niveau du projet. On a consulté, plusieurs auditeurs, des auditeurs logement de la région wallonne, des auditeurs, du bâtiment tertiaire parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait, une importance de les associer également. Et voilà, on a aussi la possibilité, donc à travers le répertoire des professionnels qui est sur le site internet, d'accéder à certains auditeurs qui ont, une expérience avec les copropriétés et il y a pas que les auditeurs sur ce répertoire des professionnels. Il y a d'autres professionnels, qui peuvent conduire des travaux, des architectes et cetera, qui ont une expérience en matière de copropriété, et qui peuvent donc être contactés, via le site, internet. OK, et Eleonora, peut-être, justement, quelles sont les obligations, en matière de PEB? J'ai vu passer, mais elle a disparu. J'ai vu qu'il y avait quelques questions dans le chat, sur ce sujet. Beh, donc effectivement, le premier point, qu'il faut bien, bien comprendre, c'est que dans une copropriété, le fonctionnement, actuellement existant, qui est d'avoir des certificats PEB individuels et des obligations individuelles, mais en fait, il est pas très, très adapté. Pourquoi? Parce que, quand on a son certificat, donc souvent on entend souvent des dans les médias et cetera, le fait que, au sein d'un immeuble, il y a des grosses différences d'un appartement à l'autre et généralement, c'est tourné un peu comme si c'était exclusivement un défaut, d'audit. Alors je ne il y en a absolument et il y a sans doute une marge, d'amélioration, mais il y a surtout le fait qu'en fait, mécaniquement, en fonction de où on se trouve dans l'appartement, on a des surfaces de déperdition qui sont entièrement différentes. Si je prends la personne qui est sous la toiture, il va être, et qui en plus est dégagé sur les pignons, façade avant, façade arrière, il va avoir très facilement un très mauvais PEB. Alors que celui qui est en dessous, bah, peut-être il aura que les pignons qui sont exposés, les façades, donc ça sera déjà un petit peu mieux et peut-être qu'on aura finalement ceux qui sont vraiment bien au centre de l'immeuble qui, en fait, pour autant qu'ils aient des châssis un peu corrects, pourraient déjà avoir un très, très bon, PEB. Et donc on a vraiment, des PEB complètement différents au sein d'un même immeuble. On a fait une analyse au sein de Syndic Réno Support sur 330 copropriétés, dans lesquelles on a constaté, une différence moyenne de 187, kilowattheures par mètre carré par an au sein d'un même immeuble. Donc on part bien de la moyenne. Ça montre à quel point l'ampleur de PEB est différente, au sein d'un même immeuble et donc on a, donc actuellement, en Wallonie, les obligations à venir seraient comme, pour les particuliers, en fait. On aurait, des obligations, pour, d'atteindre des objectifs à certaines dates. J'en ai sorti ici quelques-unes, avec la complexité en plus qu'en fait, elles vont dépendre aussi, par exemple, s'il y a un nouveau propriétaire. Donc imaginons qu'il y a la personne qui est hop, pardon, la personne qui est sous la toiture, qui était en G, et qui se retrouve à être un nouveau acheteur, il pourrait avoir déjà, des contraintes en 2033-2036, alors que peut-être que la personne qui est en plein milieu, il aura pas du tout d'obligation avant, 2050, s'il en a. Hem donc voilà, à ce jour, en région wallonne, on a pu lire des choses encourageantes en disant qu'un cadre spécifique serait potentiellement envisagé pour les copropriétés. Ce qui est je sais que Pauline et moi, on a fait des nombreuses, sollicitations et interventions pour aller dans ce sens-là. On espère bien qu'il y aura une réflexion vraiment à l'échelle de l'immeuble et pas à OK. l'échelle des appartements. Parce que c'est pas juste une question de dire: «Ah, on leur donne 2 ans de plus parce que ça prend longtemps». En fait, il faut vraiment une logique Mmh. qui soit, Global. adaptée, à l'immeuble et je sais que vous au sein du projet, vous avez fait même des exemples de simulation pour voir à quoi ça pourrait ressembler et cetera. Mais voilà, malheureusement, pour répondre à la personne, qui avait posé la question, au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas encore, s'il y aura un mécanisme de coresponsabilité comme à Bruxelles. On espère qu'il y aura en tout cas une solution adaptée, qui va être, prise en compte. On fait tout pour en tout cas, mais c'est vrai, comme tu le dis, on a simulé au sein du projet Objectif Réno CoPro 2 modèles possibles, 2 voies possibles pour démontrer, l'intérêt d'aller, vers, forme de label global finalement au niveau de l'immeuble qui paraît être quand même une condition, très importante pour motiver aussi, les copropriétaires à y aller et de pas avoir cette opposition typique entre, j'habite en haut de l'immeuble, et j'ai vraiment besoin qu'on se lance dans des travaux parce qu'au niveau confort thermique, je m'y retrouve pas du tout, ou, je suis en milieu de la barre d'immeuble finalement et moi,
j'ai aucun problème et limite je paye, pas trop de chauffage, Et parce je que pense qu'il y a un élément complémentaire à vraiment bien comprendre, c'est pour ça qu'on a pris le temps de le présenter au départ, c'est qu'en plus, il y a la personne au centre de l'immeuble qui va pas être concernée parce qu'il a pas d'obligation lui, mais en plus il va devoir payer la même chose oui, c'est ça, que celui qui se trouve en haut parce qu'encore une fois, c'est des frais communs exactement. et donc là aussi, il y a vraiment une réflexion à avoir en collaboration avec le terrain par rapport aussi à tout ce qui est mécanisme d'aide. Parce qu'à un moment, on a entendu que l'accès aux aides à l'avenir, ça pourrait être en fonction de son PEB et de sa situation personnelle. Justement, peut-être, Donc, rapidement, Pauline ou Eleonora, celle qui veut prendre, c'est quoi les financements, les primes qui sont accessibles à une copropriété? Le temps avance, hein, donc peut-être juste rapidement. très, très, Ouais. très rapidement. Au niveau des copropriétés, jusqu'à 2023, il y avait pas de prime, donc OK. c'est simple. Puis il y a encore, de nombreuses copropriétés qui ont été exclues pour, différentes raisons, parce que, par exemple, il y avait un rez-de-chaussée commercial et donc elles avaient pas droit aux primes. Aujourd'hui, pour l'instant, tant qu'on est encore en régime transitoire, il y a, des primes qui sont accessibles d'un point de vue commun, qui sont par contre, en Wallonie dans le tarif dans le facteur de multiplication le plus défavorable, Mmh. donc elles sont pas grand-chose. On a eu accès récemment à des données de, travaux qui ont été réalisés et en Wallonie, il y avait des nombreuses copropriétés qui n'ont en fait jamais, eu de prime, donc on était à zéro. Et sinon on était à une moyenne de 7 du montant des Ah ouais, copropriétés. Donc très il existe intéressant. des Mmh. primes, mais c'est pas grand-chose en copropriété à ce jour. Par contre, ce qui existe et qui fonctionne plutôt bien, c'est le Rénoprêt, de la région, wallonne. On a eu pas mal de retours par rapport à ça. Alors comme souvent, ça a pris un peu de temps à démarrer. Au départ, il y avait vraiment des freins administratifs et pratiques qui faisaient que c'était assez compliqué. Mais voilà, c'est un prêt qui aujourd'hui est à 0 Mmh. ce qui permet d'étaler les travaux sur plus de temps et donc de les rendre plus, acceptables dans un budget mensuel, d'une copropriété. Mais encore une fois, ça demande d'avoir des prérequis comme de mise en conformité électrique et cetera. D'où l'importance d'avoir cette, vue générale le plus en amont, possible avant de se lancer. Et peut-être juste un petit point avant de prendre encore, vos questions, hein, je vois qu'il y en a plusieurs, on va essayer de pouvoir y répondre dans le temps qui nous reste. Pauline, est-ce qu'on a parlé du diagnostic 360, est-ce qu'il y a encore d'autres outils, à destination des professionnels que vous avez créés? Oui, on est en train de travailler sur un cahier des charges à destination des architectes, donc pour que les copropriétaires puissent, contracter un architecte. Et donc dans ce cadre-là, on mène actuellement une consultation. Donc c'est un peu un appel aux architectes qui nous regarderaient aujourd'hui ou en replay même, de pouvoir, se rapprocher de nous parce qu'on les consulte vis-à-vis de ce document pour savoir s'ils seraient en capacité de répondre, si ce cahier des charges leur convient, avant de pouvoir, le proposer, aux copropriétés. Peut-être juste rappeler que dans le projet aussi, on a 10 copropriétés test, hein, qui ont quand même, soutenu ce projet, en Wallonie, des petites copros, des moyennes et des grandes copros. Ça nous a permis aussi d'avoir une diversité et des retours vraiment, très intéressants, qui ont pu tester et l'argumentaire et l'audit, heu et qui, on l'espère, certaines en tout cas, vont pouvoir, tester, le cahier des charges. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que sur les 10 copropriétés qui ont été accompagnées, il y en a 2 qui lancent des travaux. Donc je pense que ça, je ne sais pas au niveau statistique si Fédéria a des retours par rapport à ça, mais pour nous, c'est un vrai succès, statistiquement, parce qu'on se dit que ce travail d'accompagnement n'est pas vain et qu'il y a vraiment une, Surtout sur le délai du projet, parce sur le délai très court du projet de 2 ans. Alors il faut quand même dire qu'on a à bord un bureau d'études qui a géré l'audit, en interne au projet, donc on gagne du temps. On a 2 syndics qui nous ont aussi soutenus évidemment, pour nous mettre en lien avec des copropriétés, donc on a aussi, gagné du temps à ce niveau-là. Mais malgré ça, arrivé à un processus de décision où on a pu faire un audit 360 de cette copropriété, d'aller plusieurs fois en assemblée générale pour aller voter des travaux et arriver à des prises de décision de travaux de toiture qui sont quand même des budgets, conséquents. Je pense que ça démontre que ces projets, que ces services d'accompagnement ont une vraie plus-value. J'anticipe L'air. peut-être un peu, mais mais en tout cas, voilà, c'était pour revenir sur, l'idée du cahier des charges, de l'architecte. C'est une des pierres importantes dans ce parcours et donc vraiment, c'est un appel du pied aux auteurs de projets, de pouvoir contribuer, positivement à ce parcours-là. Super. Une petite question ici justement, qui dit, pour une copropriété de taille moyenne de 20 à 30 copropriétaires, qui dispose d'un immeuble ancien, donc de plus de 30 ans et qui ne serait pas encore réellement engagée dans les démarches de rénovation énergétique, quelle durée nécessaire pour que la copropriété, puisse exécuter ses travaux de rénovation?
Alors moi, j'ai une réponse assez négative. Disons que quand on regarde dans les projets, qui sont arrivés jusqu'à nous, donc c'est des projets qui aujourd'hui ont fini des Mmh. travaux ambitieux et donc le contexte aujourd'hui n'est plus le même, mais on était sur une moyenne totale de 8 ans entre les premières réflexions et la réalisation. Encore une fois, on est sur des chantiers, c'est pas juste une réalisation de toiture, c'est typiquement il y a 3 ou 4 Mais justement, des chantiers composants. vus dans leur globalité. Voilà, Ouais. chantiers globaux. Donc voilà, on est quand même sur une période de plusieurs années, ce qui ne veut pas dire que ça peut pas être plus court, heu, notamment avec le bon accompagnement. Ici, c'est typiquement des projets qui ont commencé du coup, il y a une dizaine d'années. Petite question pratique, comment est-ce qu'on transmet les success stories, lors des AG pour convaincre les copropriétaires? Alors, elles sont accessibles sur le site, donc vous pouvez, tout est accessible, donc vous pouvez les transmettre, avec un URL, enfin avec le lien et si jamais vous avez des projets qui ont abouti, il y a aussi, un formulaire de soumettre une Reno Stories, qui est accessible. Alors moins un copropriété, peut-être plus, pour, d'autres acteurs. On a aussi fait, un rapport d'analyse 2024-2025 qui sont un peu plus les apprentissages, globaux. Mais je pense la façon dont on a envisagé le site, c'est vraiment il y a des filtres et donc Mmh. on peut s l'idée, c'est de se dire: «Ben, en fait, qu'est-ce que je peux trouver de copropriété qui a soit les mêmes problématiques, soit la même taille, soit, dans la même région?» Et donc voilà, je pense qu'aujourd'hui on a 60, un peu plus que 60 copropriétés sur le site avec des types de travaux différents. Mais donc voilà, Ça on est toujours à la ouais, recherche de une plus de bonne cas vue, concrets, donc si vous avez fait des travaux en copropriété, n'hésitez pas à nous les transmettre. Ça peut venir des copropriétaires, ça peut venir d'entreprises qui ont fait les travaux. Après nous, on va toujours prendre contact évidemment avec le syndic pour, voir comment ça s'est passé parce qu'aussi il y a une partie des informations que c'est lui qui est le plus à même, de nous les de transmettre. Mais c'est, on a justement Mathilde, qui parle d'un exemple, d'un cas pratique, une, copro en dérogation et que l'acte de base ne précise pas le statut de l'isolation. Existe-t-il un document juridique ou autre qui définit précisément ce statut? Non, malheureusement, c'est vraiment une problématique assez fréquente et c'est pour ça qu'encore une fois, on parlait de cette mise en capacité avant de commencer. Parfois, il faut, solliciter un juriste pour clarifier, quand c'est pas suffisamment clair. Un juriste pourra peut-être aussi regarder par rapport à la jurisprudence, par rapport enfin voilà, il y a des bonnes pratiques, mais souvent, il faut passer par un juriste, compétent en copropriété et par rapport aux copropriétés en dérogation, alors c'est quelque chose de bruxellois, mais je me permets quand même de le signaler. On a collaboré avec HomeGrade, pour faire toute une série de vidéos Mmh. vraiment pratiques qui sont accessibles sur YouTube sur, voilà, effectivement, notamment y compris les copropriétaires en dérogation parce que voilà, on se rend compte que c'est une problématique, quand même assez fréquente et donc ça donne des petites pistes, pratiques. Alors, il y a Aurélie qui nous demande, qui nous dit: «Mais qui est responsable en cas de défaut de travaux? Quels sont les points à vérifier au niveau de l'assurance chantier?» C'est une vaste Qui se lance? Et il y a beaucoup de possibilités. Ça dépend vraiment comment le contrat a été, comment les contrats ont été effectués. Donc pour moi, on est vraiment sur du cas par cas, c'est beh, difficile de se positionner. effectivement, le principal, c'est savoir quel est le problème qui a engendré le dégât. Donc, est-ce que Définir le c'est une problème, oui. question de conception? Est-ce que c'est une question de réalisation? Voilà, là, vraiment, il y a beaucoup de cas différents. Par contre, s'il y a un syndic professionnel et que ça voilà, ça passe c'est des questions qu'on reçoit fréquemment via les Mmh. desks, mais alors ça demande toujours un petit peu plus Plus d'analyse. d'analyse et au bout d'un moment, parfois, si c'est trop juridique, beh, parfois, il faut faire vraiment appel à quelqu'un de plus pointu, Oui, pour parfois, il y a des experts qui doivent intervenir dans ces cas-là, pour venir analyser exactement, le fil qui a enfin voilà, les c'est étapes qui ont conduit à ce défaut et définir les responsabilités, en c'est direct, partage de ou un responsabilité. partage de responsabilités exactement. Donc c'est je pense qu'on peut pas aujourd'hui se prononcer sur un cas Oui, ça spécifique. dépend. C'est vraiment au cas par cas, mais il y a des questions effectivement à prendre en compte. J'ai aussi une question sur, la répartition des quotes-parts. Donc comment, sur le plan juridique, on peut modifier la clé de répartition des quotes-parts spécifiquement pour des travaux de rénovation? Si tu veux, je la prends. Oui, C'est c'est pas tout à fait de mon ressort. Vas-y. alors, donc ça dépend un petit peu quel est le but visé. Si, on doit répartir en fait, si on veut avoir une clé de répartition de des frais spécifiques Mmh. différentes, il est possible de, voter au 4/5 une clé de répartition spécifique
pour une raison, X, Y. Mais ça ne change pas les quotités, enfin, ça change une clé de répartition bien définie sur, quelque chose de bien précis. Si on veut changer les quotités, vraiment les quotités des appartements, alors c'est vraiment une démarche qui est beaucoup plus complexe, qui demande a priori l'unanimité des copropriétaires. Enfin, c'est vraiment ça demande un passage chez le notaire et cetera. Donc ça dépend un petit peu du but visé. En général, cette démarche plus lourde, on l'a fait, et même là, on essaye de voir si c'est possible de faire autrement. Mais par exemple, si on fait une surélévation et qu'on doit vraiment modifier les quotités de tout le monde. Mais la plupart des cas, si c'est juste dire: «OK, une chose spécifique, on veut la voter selon une clé de répartition spécifique», on peut, le voter au 4/5. C'est ça. Ben merci toutes les 2 en tout cas pour votre, présence aujourd'hui et pour toutes vos explications. Reno CoPro, si on veut, avoir bénéficié de vos services, comment est-ce qu'on fait pour, vous contacter et comment est-ce qu'on peut bénéficier? On peut aller sur renocopro.be ou alors nous contacter par mail, contact@renocopro.be. Et c'est encore possible d'être accompagné en tant que copropriétaire? Aujourd'hui, en tout cas, on répond aux questions déjà, enfin, on essaye dans la mesure du possible, dans la mesure des compétences. On renvoie vers les organismes compétents, quand ça dépasse le service d'accompagnement parce qu'il y a parfois des questions très précises, d'expertise. Donc voilà, on oriente les personnes. Dans le cadre du projet, le projet se termine en juin ici, donc effectivement, il y a encore des possibilités, en tout cas de soutenir, et de fournir des réponses. Heu, Par contre, tous les livrables sont là et resteront accessibles. c'est en open source, donc Mmh. c'est aussi l'avantage de ces projets qui ont été, financés par la région wallonne, hein, dans le cadre du programme Rénovatex. C'est que tous les livrables sont disponibles, de façon pérenne sur les sites internet et donc sont accessibles, en libre service. Super. Et syndic Réno Support, si je suis un syndic ou un agent immobilier, comment est-ce que je peux bénéficier de vos services? Tu parlais tout à l'heure, du helpdesk. Tout à fait. Concrètement? Mais donc l'helpdesk, c'est assez simple. Sur le site, on a aussi une adresse mail, mais il y a aussi un formulaire, de contact. Donc ça, c'est gratuit, c'est accessible à tous les professionnels, c'est les syndics professionnels. Et en plus, je pense que ça peut être utile aussi si jamais, il y a des architectes ou d'autres professionnels qui sont intéressés par le domaine de la copropriété, mais ils ne sont pas syndics professionnels. On a une newsletter mensuelle et un LinkedIn sur lequel on partage quand même régulièrement, vraiment voilà, soit des cas concrets, soit des choses de ce type-là et donc ça, c'est accessible aussi à tout le monde. Ben, merci en tout cas toutes les 2 pour ces explications, claires, précises, sur cette, thématique. Merci à vous, d'avoir été présents, aujourd'hui avec nous, d'avoir posé vos questions. On se retrouve pour ceux qui le souhaitent le 17 avril pour un prochain webinaire sur l'industrialisation de la rénovation. Donc on aura, différents projets qui viendront ici, vous parler de cette possibilité donc d'industrialiser la rénovation pour accélérer, aussi les rénovations, donc ce sera le 17 avril. Et je vous rappelle aussi que tous nos webinaires depuis le début sont accessibles en replay sur notre, site internet www.rinow.be, que vous pouvez devenir membre et que, ce webinaire, vous le recevrez directement via vos emails, celui-ci en replay. Merci beaucoup à tous. Merci aussi à Adeline, à distance d'avoir géré le chat et on vous retrouve, pour ceux qui le souhaitent, le mois prochain. Bonne journée à tous et bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé.